L'autre était un mur invincible de muscles et de mystères. Mais derrière les coups de pieds volants et les torses déchiquetés se cache une histoire choquante et inattendue. Depuis des décennies, des rumeurs circulent à Hollywood et dans les milieux des arts martiaux au sujet de Bolo Yeung, le méchant musclé d'Opération Dragon et du légendaire Bruce Lee. Que s'est-il réellement passé entre ces deux légendes? Leur amitié était-elle aussi réelle qu'elle le paraissait? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre en coulisses? Bolo Yeung a beaucoup parlé de Bruce Lee. Et ce qu'il a révélé est choquant et extrêmement déchirant. L'ascension de Bolo Yeung. Pour comprendre les confessions choquantes sur Bruce Lee, il faut comprendre qui est vraiment Bolo Yeung et pourquoi ses paroles ont tant de poids aujourd'hui. Soyons clairs, Bolo Yeung n'a pas grandi dans la gloire, la fortune ou les relations. En fait, il n'avait rien de tout cela. Le Bolo Yeung que nous connaissons aujourd'hui est né sous le nom de Yongsi à Guangzhou, en Chine, en 1946. À l'époque, la vie était loin d'être facile. Sa famille n'était pas riche et il est né dans une époque marquée par le chaos politique, la pauvreté, la guerre, les tensions et l'incertitude. Mais au lieu de se laisser abattre par cet environnement malheureux, il a pris une décision qui allait changer sa vie. À seulement 10 ans, il a découvert les arts martiaux chinois. Et quand on dit « découvert », on veut dire qu'il en est devenu obsédé. Il passait des heures à observer les maîtres de kung-fu locaux s'entraîner dans les parcs. Et pendant que les autres enfants jouaient, il passait son temps à imiter des mouvements. Il s'est également inscrit auprès de plusieurs maîtres d'arts martiaux. Mais voilà le hic, il ne s'intéressait pas seulement aux mouvements. Il était fasciné par la discipline qui les sous-tendait. L'idée qu'un enfant faible puisse entraîner son corps et devenir puissant. C'est ce qui l'a intéressé. Et c'est exactement ce que Bolo a fait. Cependant, certains rapports affirmaient que ses parents ne soutenaient pas vraiment ses rêves d'arts martiaux, pensant que ce n'était qu'une phase. Pourtant, il continua à s'entraîner et à progresser tranquillement. Puis quelque chose d'autre attira son attention. Bolo s'est intéressé au culturisme. Mais rappelons-nous que c'était dans les années 1950 et que la Chine ne déployait pas de salles de sport à chaque coin de rue. Malgré tout, Bolo a réussi à persévérer. À seulement 16 ans, il a commencé à soulever des poids improvisés comme des pierres, du métal et des débris. Bref, tout ce qui lui tombait sous la main. À cette époque, il n'y avait ni protéines en poudre, ni salle de sport sophistiquée. Il n'avait qu'une détermination sans faille. Et dans quelques années, il avait complètement changé. Mais Bolo ne cherchait pas seulement à échapper aux contraintes de son environnement. Il cherchait également à fuir un pays où les libertés individuelles étaient si restreintes. Dans les années 1960, la Chine était sous régime communiste et n'offrait guère de place aux rêveurs. Le gouvernement contrôlait tout, et les arts n'étaient pas vraiment une priorité. Bolo, qui rêvait de célébrité, réalisa que son avenir ne se trouvait pas en Chine continentale. S'il voulait avoir une chance de devenir célèbre, il devait partir. Il prit donc la décision audacieuse et périlleuse de quitter la Chine pour Hong Kong. Ce n'était pas seulement une question de politique. Il s'agissait aussi d'avoir la liberté de poursuivre ses rêves. À cette époque, Hong Kong était sous domination britannique et était un pôle de l'industrie cinématographique, surtout pour les films d'arts martiaux. Mais arriver à Hong Kong n'était pas chose facile. Il y avait des risques. Mais Bolo les a pris, sachant que c'était sa seule chance. Au début des années 1960, Bolo et sa famille s'installent à Hong Kong. C'est à ce moment-là que les choses commencent à changer. Il participe au concours de culturisme Mr. Hong Kong. Et non seulement il a concouru, mais il a gagné. Encore et encore. Il a même titre M. Hong Kong pendant près de 10 ans d'affilée. On a commencé à reconnaître son physique partout, et sa musculature était impossible à ignorer. C'est alors qu'une nouvelle identité est née. Saviez-vous que le nom Bolo vient d'un de ses premiers rôles au cinéma et qu'il est resté dès lors? Yongzi est devenu Bolo Yeung. Et le monde s'apprêtait à découvrir une nouvelle star des arts martiaux. Au début des années 1970, Bolo connut sa grande percée, son premier grand film, L'Épéiste errant, fit ses débuts au cinéma. Mais ne vous y trompez pas. Il n'a pas été choisi uniquement pour ses talents d'acteur. La taille et la présence de Bolo à l'écran étaient indéniables. Et ce qui le distinguait, c'était sa silhouette imposante et son regard intense. Il n'était pas un simple figurant, c'était une véritable force à l'écran. Cependant, à ses débuts, Bolo ne se voyait pas confier de grands scénarios ni de rôles héroïques. On lui a attribué le rôle du méchant musclé, du voyeux, de l'homme de main. Pourquoi?
parce qu'il était tout simplement trop musclé pour incarner le héros opprimé. Les producteurs voulaient qu'il soit celui qui effraie le héros, et non le héros lui-même. Et Bolo ne se plaignit pas. Au contraire, il se pencha et perfectionna l'art du silence, de la menace et de la mort. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne vole la vedette d'un seul regard glacial. Et même si les rôles étaient petits, sa présence était toujours imposante. On ne cessait de parler de ce méchant musclé qui se déplaçait comme un maître du kung-fu. Mais voilà le problème. Bolo ne voulait pas être un simple méchant. En réalité, Rosecran. Il n'en était pas du tout un. Il n'était ni prétentieux, ni bruyant, ni même vaguement menaçant. Au contraire, il était calme, à la voix douce et, croyez-le ou non, plutôt timide. Il voulait plus que simplement être un méchant sans profondeur. Il a donc décidé de redéfinir ce que signifiait être un méchant dans les films d'arts martiaux. Il apportait intelligence, stratégie et complexité à ses rôles. Il n'était pas seulement un punching ball à rosser pour les héros, il devenait quelqu'un capable de les défier, tant physiquement que mentalement. Mais alors que Bolo se faisait une place dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, il ignorait qu'une rencontre décisive l'attendait, celle qui allait bouleverser sa vie. Car en 1973, un homme nommé Bruce Lee est entré dans sa vie et tout a basculé. Croisement avec Bruce Lee. Saviez-vous que la toute première rencontre de Bolo et Bruce n'a pas eu lieu sur un plateau de tournage tape à l'œil? C'était en fait sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston. Et c'est là que l'histoire de ces deux légendes a véritablement commencé. Ce qui s'est passé lors de ce tournage publicitaire a été l'étincelle qui a fait naître une fraternité dans les arts martiaux. Dès leur rencontre, il y a eu un déclic, et ils ont immédiatement développé un respect mutuel. Mais n'oublions pas qu'ils n'étaient pas que deux acteurs pris au hasard dans une publicité. À l'époque, Bolo avait déjà tracé sa propre voie dans les arts martiaux et le culturisme. Il était une figure dominante à part entière. Mais lorsqu'il a posé les yeux sur Bruce Lee, un autre genre de respect est né. Bruce n'était pas un simple acteur, c'était quelqu'un de bien. Innovateur et pionnier, Bolo sentait que Bruce possédait une vitesse, une agilité et une précision dignes des meilleurs artistes martiaux. D'un autre côté, Bruce ne s'intéressait pas seulement à Bolo pour sa simple présence physique. Bruce savait ce qu'il fallait pour être véritablement exceptionnel en arts martiaux. Et ce qu'il voyait en Bolo, c'était un homme non seulement fort, mais aussi un véritable artiste martial. Quelqu'un qui comprenait l'art et la science derrière chaque mouvement. Ils étaient attirés par leur approche unique du combat et par leur vision commune de repousser les limites du corps humain. Dès lors, leur relation a rapidement évolué. Ils ne se sont pas contentés de se serrer la main. Ils sont devenus partenaires d'entraînement. Bolo et Bruce passaient des heures à travailler ensemble, à partager leurs techniques et à se mettre mutuellement au défi. Bruce, avec sa précision et ses mouvements rapides comme l'éclair, poussait Bolo à perfectionner son agilité. Pendant ce temps, bâti comme un tank, aide Bruce à développer sa force, lui montrant comment exploiter sa puissance d'une manière qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre les mouvements de l'autre, il s'agissait aussi d'apprendre à combiner leurs forces. La vitesse et l'agilité de Bruce se sont affrontées à la puissance brute de Bolo d'une manière tout simplement incroyable. Plus ils s'entraînaient ensemble, plus leur lien se renforçait. Et ce n'était pas seulement une question de physique, ils se rapprochaient aussi de leur philosophie commune des arts martiaux. Bolo et Bruce étaient tous deux constamment en quête de vérité dans les arts martiaux, creusant au plus profond de leur art pour en découvrir l'essence même. Car il ne s'agissait pas seulement de gagner des combats, il s'agissait aussi de se maîtriser. Bruce Lee n'était pas seulement un combattant, il avait le sens de la présence à l'écran. Alors, lorsqu'il a commencé à réunir le casting d'Opération Dragon, il était convaincu que Bolo serait un grand succès. Il voulait que Bolo ne soit pas un simple voyou en retrait, mais une véritable force physique qui se démarquerait à l'écran, même à ses côtés. Et rappelez-vous, Bruce n'a pas seulement joué dans Opération Dragon. Il s'est également beaucoup impliqué dans le casting et la chorégraphie. C'est ainsi que Bolo a décroché son rôle désormais légendaire dans le film. Oui, le personnage a littéralement été nommé d'après lui. Et apparemment, cela ne figurait pas dans le scénario original. Mais ne croyez pas qu'il s'agissait simplement d'une affaire entre ces deux-là. C'était aussi personnel. Derrière les caméras, tout n'était pas rose. Bruce Lee, comme chacun sait, était perfectionniste. Et il insistait pour que la chorégraphie des combats soit impeccable. Chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque mouvement devait être exécuté avec précision. Et Bruce ne voulait se contenter de rien de moins.
Ils ont donc dû répéter des dizaines de prises pour perfectionner les scènes. Ce n'était pas facile, et les deux hommes ont dû tout donner pour y parvenir. Bruce poussait Bolo à améliorer ses mouvements, à les rendre plus précis et plus rapides. Pendant ce temps, Bolo mettait Bruce au défi de puiser davantage dans ses ressources physiques. À la fin du tournage d'Opération Dragon, Bruce et Bolo parlaient déjà de futurs projets. Des rumeurs indiquaient même que Bruce avait laissé entendre qu'il souhaitait créer un film où il se battrait en duel. Cela aurait pu être emblématique, mais quelques semaines avant la sortie du film, le monde a été frappé par la terrible nouvelle du décès de Bruce Lee. Pour Bolo, la perte n'était pas seulement professionnelle. C'était personnel. Il avait perdu un ami, un partenaire et un homme qui avait perçu son potentiel avant tout le monde. Pendant des décennies, Bolo est resté silencieux au sujet de Bruce, explorant rarement les émotions qui se cachaient derrière leur amitié. Cependant, nous savons enfin ce que Bolo pense vraiment de l'homme qu'était Bruce Lee. Et ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Les révélations de Bolo sur Bruce Lee. Aux yeux du monde entier, Bruce Lee était intouchable. Il possédait les coups les plus rapides, les frappes les plus précises, un corps parfait et une présence à l'écran exceptionnelle. Mais Bolo Yeung a vu quelque chose de différent, quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais eu l'occasion de voir. Oui, Bruce Lee était brillant, mais derrière ce génie se cachait la douleur, la pression et une intensité qui semblaient parfois inhumaines. Alors, quand Bolo s'est enfin confié sur sa collaboration avec Bruce, il avait bien plus à dire que les combats et les films. Bolo ne fait pas de compliments à la légère. Tout le monde sait qu'il a bâti sa vie sur la discipline, le respect et la force. Alors, quand il dit que quelqu'un a atteint un niveau supérieur, on peut être sûr que ça veut dire quelque chose. Et c'est exactement comme ça qu'il parle de Bruce Lee. Pour Bolo, il ne s'agissait pas seulement de ses célèbres coups de pied ou de ses coups de poing rapides comme l'éclair. Il s'agissait de son approche globale de la vie, de son engagement, de sa soif de victoire et de son refus de se contenter de moins que la perfection. Il a dit que Bruce s'entraînait avec une intensité que la plupart des gens trouveraient excessive. Mais pour lui, c'était tout à fait normal. Il a même remarqué que Bruce avait une énergie et une concentration qui remplissaient la salle. Quand Bruce est entré sur le plateau, l'atmosphère a changé. Les gens se sont redressés. L'équipe s'est tue et tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple star de cinéma. C'était un homme déterminé, un homme sérieux. Mais c'est là que les choses se compliquent un peu. Lorsqu'on l'interroge sur les anciens films d'arts martiaux ou d'action, comme celui de Bruce, par rapport aux films d'action modernes, Bolo ne s'est pas gêné. Il a clairement indiqué que la plupart des films d'arts martiaux et d'action modernes sont désormais dilués et moins réalistes qu'avant. Sa frustration est évidente. Il n'est pas impressionné par les super-héros volants ni par les cascades défiant la gravité réalisées sur fond vert. Pour lui, la magie de Bruce Lee résidait dans le fait qu'il ne faisait pas semblant d'être fort. Il était vraiment fort. Sa puissance n'était pas générée par ordinateur. Elle était le fruit de la sueur, de la douleur et de milliers d'heures d'entraînement. Il ne prétend pas que les acteurs modernes n'ont pas de talent. Mais Bolo estime que l'essence même des arts martiaux et leur âme manquent aux blockbusters d'aujourd'hui. Au lieu d'une discipline physique brute, on se contente de coupés rapides et d'astuces de post-production. Selon Bolo, Bruce a veillé à ce que tout dans Opération Dragon paraisse aussi réaliste que possible. Il n'y avait ni artifice ni raccourci. Bruce était obsédé par l'authenticité des combats, et c'est peut-être pour cela que le film tient toujours la route aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Il s'avère qu'en s'intéressant de plus près au véritable univers de Bruce Lee, on est fasciné. Voyez-vous, Bolo ne se contentait pas de regarder Bruce travailler. Il a vraiment vu comment il vivait. Commençons par son alimentation. Bruce était extrêmement strict sur ce qu'il mangeait. Selon ses proches, sa philosophie était simple, nourrir le corps comme une machine. Pas besoin de malbouffe ni de sucre superflu. Il privilégiait plutôt une alimentation saine et équilibrée. Il consommait des protéines maigres comme du poulet, du bœuf et du poisson. Ses repas étaient souvent accompagnés de légumes frais, de céréales complètes et de fruits. Et devinez quoi? Il adorait la cuisine chinoise, mais seulement les plus saines. Bruce veillait à ce que chaque repas l'aide à bouger plus vite, à frapper plus fort et à récupérer plus vite. Oui, à l'entraînement, Bruce laissait littéralement tout le monde derrière lui. La plupart des gens pensent qu'il ne pratique que les arts martiaux ou le sparring. Mais il s'avère que Bruce pratiquait tous les sports, musculation, isometry, cardio, souplesse, force et endurance.
Il pratiquait des exercices complets incluant des mouvements au poids du corps, des haltères, des barres et même des poignées pour les mains. Il ne se concentrait pas uniquement sur les muscles imposants et visibles. Il travaillait également les petits muscles stabilisateurs, ceux qui maintiennent l'équilibre et donnent une réelle puissance. Et ce qui rendait Bruce si explosif, c'était peut-être qu'il ne se contentait pas de frapper vite. Il frappait avec un contrôle parfait. Ses entraînements n'étaient pas non plus courts. Apparemment, Bruce pouvait s'entraîner pendant des heures, sans interruption. Il décortiquait chaque mouvement, l'analysait, le peaufinait et le répétait encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Ce qui nous amène à l'aspect peut-être le plus surprenant de la routine de Bruce, son entraînement mental. Voyez-vous, Bruce n'était pas seulement fort physiquement, il était aussi mentalement invincible. Chaque jour, il pratiquait la visualisation. Il fermait les yeux et imaginait ses mouvements, non seulement en train de les exécuter, mais en train de les maîtriser. Il voyait son adversaire, planifiait l'attaque, anticipait les contres et rejouait mentalement le combat avant de monter sur le tapis. Il méditait aussi beaucoup. Bruce croyait au calme intérieur, à la clarté et à la concentration. Il a dit un jour « Va te vider l'esprit, sois sans forme, informe comme l'eau ». Ce n'était pas une simple citation. C'était essentiellement sa façon de vivre. Bruce entraînait sa volonté, tout comme ses biceps. Il lisait des livres de philosophie, de psychologie et même de poésie. Il ne cherchait pas seulement à devenir un meilleur combattant, il cherchait aussi à devenir un meilleur être humain. Et Bolo admirait profondément cela. Il savait que la force et la discipline de Bruce provenaient de sa maîtrise de l'esprit avant celle du corps. Mais il y a autre chose que Bolo n'oublia jamais. Il s'avère que Bruce était très en avance sur son temps. Pas seulement en matière de fitness ou de philosophie, mais aussi dans sa vision du monde. Bruce ne croyait pas aux limites, et il appliquait cette logique à presque tout dans sa vie. Il a défié Hollywood. La tradition est presque tout. Tandis que d'autres essayaient de s'intégrer. Il réécrivait les règles. Et le plus impressionnant, c'est qu'il donnait l'impression que c'était facile. Bruce Lee était un phénomène. Aujourd'hui encore, des décennies plus tard, Bolo porte encore les leçons et honore l'homme qui a changé sa vie et le monde. Mais ce que les fans n'ont pas vu, ce que les caméras n'ont jamais capté, c'est la pression intense, la douleur et les combats personnels que Bruce a dû mener en coulisses. Sous toute cette gloire et ce feu, Bruce Lee était humain, et son parcours ne se résumait pas à des triomphes. Il était jalonné de luttes silencieuses, de celles dont il parlait rarement, mais qui ont pourtant façonné chaque aspect de sa vie. Les combats secrets de Bruce Lee. Beaucoup l'ignorent, mais Bruce a dû se battre pour être vu. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Hollywood n'était pas vraiment prêt à accueillir un acteur asiatique. L'idée qu'un acteur chinois joue dans une grande production américaine était presque inédite. Bruce avait le charisme, le talent et tout. Pourtant, les portes restaient closes. Les studios le considéraient comme trop étranger pour le public américain. Il voulait ses arts martiaux, mais pas son visage ni son accent. C'est pourquoi on lui a demandé d'entraîner des acteurs blancs comme Steve McQueen et James Coburn. Alors qu'on lui disait qu'il ne pouvait pas porter un film seul. Il était le meilleur de la salle. Mais on le traitait comme s'il n'était pas à la hauteur. Même la série Kung Fu, clairement inspirée de ses propres idées, a été attribuée à David Carradine, un acteur blanc sans expérience en arts martiaux. Bruce avait proposé le concept, mais le rôle a été confié à quelqu'un d'autre, les dirigeants estimant que son accent prononcé ne conviendrait pas au film. Ce rejet le hantait, mais au lieu de reculer, Bruce redoubla d'efforts. Il retourna à Hong Kong, non pas en échec, mais en mission. C'est ainsi que sont nés des films comme The Big Boss, La Fureur de vaincre, Plus Todd, Operation Dragon. Un autre problème caché dont Bruce parlait rarement était son identité. Né à San Francisco, il a grandi à Hong Kong. Cela signifiait qu'il avait souvent le sentiment de ne pas être pleinement à sa place dans aucun des deux pays. En Asie, certains le considéraient comme trop occidental. En Amérique, on lui rappelait constamment qu'il était étranger. Mais Bruce ne s'est pas laissé abattre par tout cela. Il n'a pas seulement brisé les barrières culturelles, il les a portées sur ses épaules au quotidien. Il ne se battait pas seulement pour des rôles ou pour lui-même. Il se battait pour la représentation, pour des personnes qui lui ressemblaient, pour la dignité et le respect. Et malheureusement, le poids de tout cela ne l'a jamais vraiment quitté. Bruce parlait souvent d'expression personnelle et d'individualité.
Mais il ne disait pas aussi ouvertement à quel point il se sentait parfois isolé. Il faisait quelque chose de nouveau. Il n'y avait ni plan, ni guide, et surtout, personne sur qui compter. Bruce ouvrait la voie, mais malheureusement, la route est solitaire quand on est le premier. Alors que Bruce paraissait invincible à l'écran. Son corps se dégradait silencieusement en coulisses. Voyez-vous, il s'entraînait avec une intensité que la plupart des gens n'auraient pas pu imaginer. Mais au bout du compte, le corps humain a ses limites, même lorsqu'il est mu par la seule volonté. En 1970, Bruce subit une grave blessure au dos qui faillit mettre un terme à sa carrière. Lors d'une séance d'entraînement de routine, il tenta un exercice matinal avec trop de poids et sentit une déchirure. Il s'est avéré qu'il avait gravement endommagé un nerf sacré dans le bas du dos. Les médecins lui auraient dit qu'il ne pourrait peut-être plus jamais donner de coups de pied et qu'il devrait arrêter complètement les arts martiaux. Pour Bruce, cette nouvelle n'était pas seulement douloureuse, elle était dévastatrice. Car les arts martiaux n'étaient pas seulement son métier, c'était son identité. Mais au lieu de rester les bras croisés et de s'apitoyer sur son sort, Bruce s'est lentement reconstruit. Il ne s'est pas contenté de guérir. Il s'est reconstruit de l'intérieur. Mais même après la guérison de sa blessure, la douleur ne l'a jamais complètement quitté. Il portait ce malaise dans chaque scène, dans chaque représentation. Pourtant, pas une seule fois, il n'a laissé le public le voir grimacer. Des sources internes ont révélé que Bruce ne savait pas se reposer. Il passait chaque heure de sa journée à perfectionner son art. Il croyait qu'il fallait repousser ses limites. Mais cette intensité a un prix. Pendant le tournage d'Opération Dragon, il n'était pas seulement le premier rôle, il chorégraphiait aussi les combats, guidait la caméra et montait même les scènes. Il était partout à la fois. C'était le projet de ses rêves. Et il voulait que chaque image reflète sa vision. Mais cela signifiait peu dormir, travailler sans relâche et vivre à l'adrénaline. Et petit à petit, ça a commencé à se voir. Bruce a commencé à perdre du poids. Son visage était plus net. Son corps était encore déchiqueté. Mais il commençait à maigrir. Ses proches s'inquiétaient. Mais Bruce ignorait tout. Son corps s'épuisait et son cœur était sous pression. La plupart des gens ignorent que Bruce Lee n'était pas seulement une superstar mondiale. Il était aussi un mari et un père. Et cela comportait son lot de défis. Il aimait sa femme, Linda, et adorait ses enfants, Brandon et Shannon. Mais malheureusement, la célébrité est un voleur de temps. Ainsi, plus Bruce réussissait, moins il avait de temps à consacrer à sa famille. Il voyageait constamment, il s'entraînait sans relâche, et il travaillait nuit après nuit pour bâtir quelque chose de plus grand que lui. Et tout en s'efforçant d'offrir une vie confortable à sa famille, il a aussi manqué de nombreux moments ordinaires. Il y a une sorte de tragédie silencieuse dans tout cela. Car Bruce travaillait si dur pour assurer leur avenir. Mais il ne pouvait pas toujours profiter du présent. Dans les derniers 6 mois de sa vie, ses difficultés cachées ont commencé à le rattraper. Il travaillait sans relâche. Il était plus maigre que jamais et s'était même effondré une fois alors qu'il travaillait sur un projet, se plaignant de maux de tête et de crises d'épilepsie. Les médecins étaient inquiets et on lui a conseillé de se reposer. Mais il ne s'est pas arrêté. Et puis, le 20 juillet 1973, à seulement 32 ans, Bruce Lee nous quittait. La cause officielle était un œdème cérébral, un gonflement du cerveau. Mais aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui débattent des détails et des questions sans réponse. Ce que nous savons, c'est que Bruce Lee a vécu comme un feu d'artifice. Il rayonnait, se déplaçait vite et laissait un héritage qui ne s'est jamais effacé. L'impact de Bruce Lee sur Bolo même des décennies après sa mort. Bolo Yeung parle encore de lui avec admiration, non seulement comme un artiste martial, mais aussi comme un homme dont l'influence se fait encore sentir à travers les générations. Pour Bolo, Bruce était plus qu'une simple co-star. C'était une force, une légende vivante. Et même aujourd'hui, alors que Bolo a largement dépassé les 70 ans, il affirme qu'il n'y a jamais eu personne comme Bruce. Bolo connaissait l'homme derrière la légende. Le Bruce qui ne se contentait pas de lancer des coups de pied parfaits, mais qui portait toute une culture sur ses épaules, qui entrait dans chaque pièce en sachant qu'il devait se battre 2 fois plus pour être pris au sérieux. Bolo a toujours dit que Bruce n'était pas seulement un grand combattant, c'était aussi un visionnaire, un homme qui comprenait le monde d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Sa discipline était d'un niveau supérieur, sa concentration était inégalée. Il avait cette capacité à décomposer des idées complexes et à les transformer en quelque chose de puissant. Evan Bruce, il n'y avait quasiment aucun acteur asiatique dans les films occidentaux.
Les arts martiaux étaient traités comme une plaisanterie, mais Bruce arrivait avec une habileté, une intelligence et une présence brute. Et soudain, le monde entier s'est mis à prêter attention. Bolo savait exactement ce que cela signifiait. Il avait passé des années dans l'industrie à jouer les cyber et les méchants. Jamais le héros. Mais après Opération Dragon, Les règles ont changé, pas seulement pour lui. mais pour tous les acteurs asiatiques, tous les artistes martiaux et tous les outsiders qui attendaient leur heure. Pour Bolo, l'héritage de Bruce ne se limite pas au cinéma ou aux arts martiaux. C'est l'état d'esprit qu'il a laissé derrière lui qui compte. Il a appris aux gens à s'entraîner plus dur, à réfléchir plus profondément et à croire en eux, même quand le monde n'y croyait pas, et c'est pourquoi il comptait tant pour Bolo. Parce qu'il ne réalisait pas que des films d'action, il donnait aussi aux gens un sentiment de force. Il offrait aux enfants du monde entier un modèle qui leur ressemblait, qui bougeait comme eux et leur montrait que la grandeur ne venait pas forcément de la tradition ou des privilèges. Cela pourrait venir de l'intérieur. Bolo Yeung ne l'a jamais oublié. Il a consacré toute sa carrière à honorer l'héritage de Bruce, non pas en le copiant, mais en poursuivant le combat, en prônant l'authenticité et en rappelant aux fans que les véritables arts martiaux sont une question de vérité, pas de ruses. Il a dit un jour qu'il n'y aurait plus jamais de Bruce Lee. J'ai eu le privilège de pouvoir compter sur lui comme ami. Mais qu'en pensez-vous? Le plus grand héritage de Bruce Lee était-il ses poings ou son esprit? Partagez votre avis dans les commentaires.